L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est parti du Cameroun pour ses études à l'extérieur. Il est parti du Cameroun pour l'Allemagne afin de poursuivre ses études de médecine. Il a eu le malheur de croiser le chemin d'une mauvaise âme, d'une mauvaise personne. Et cette rencontre, malheureusement, a tout bouleversé dans sa vie. Je vous laisse écouter et on se reprend après. À partir de mon histoire, j'ai compris que les êtres humains ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Non, chacun a vraiment... Je crois que... Voilà, justement. Et puis chacun a son être, c'est-à-dire que son esprit, un esprit. Il y a des gens qui sont dotés de très mauvais esprits. Avant, moi, je pensais que tout le monde était gentil comme moi, empathique, avait le bon cœur, était naïf comme moi, là. Maître. Et vu que je suis tombé dans un gros piège, je ne sais pas comment je peux te raconter ça. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui a... J'ai vécu à Yaoundé, je suis né à Yaoundé. Et j'ai grandi, comment dire, trop renfermé. Mes parents nous ont renfermés. On n'avait pas d'amis, pas de contact. Donc, je ne suis jamais allé en boîte de nuit. Je n'ai jamais bu d'alcool, le vin. Je n'ai même pas un ami au Cameroun. Même ici en Europe, je n'ai pas d'amis. Donc, c'était seulement les études et puis l'église. Très renfermé. Donc, je ne connais même pas la mentalité africaine, camerounaise. Parce que je ne connais pas la mentalité des gens. Je suis vraiment différent. Donc, j'arrive ici en Allemagne. Bon, étant brillant au Cameroun, très brillant. Au Cameroun, j'ai grandi très renfermé. Je n'avais jamais fait d'affaires. Je n'avais jamais connu une femme. On était focalisé seulement dans les études. Voilà. J'étais vraiment fermé. J'arrive ici en Allemagne. J'ai rencontré une première fille. Bon, c'était des passages comme ça, c'est ici que j'apprends à la fin. Mais là, je rencontre une deuxième fille, elle est tiens. Je la rencontre en route, elle avait un enfant métis. Elle était encore mariée. Bon, elle me demandait un renseignement où est-ce qu'on achète les mèches et tout ça. Elle paraissait nouvelle là, et tout ça. Je lui renseigne. Elle me demande, tu es Camerounais? Je dis oui. On peut se changer de contact. Je dis d'accord, d'accord. Le lendemain, elle m'appelle. Elle commence à me dire comment son mari allemand l'a pris à Yaoundé. Bon, elle a grandi au village, à Tian. Elle a perdu ses parents à Tian. Et ses oncles l'ont pris à Mimoman, à Yaoundé là, l'ont élevé. Bon, je ne sais pas si elle était maltraitée, d'après ce qu'elle me dit, elle était maltraitée et tout ça. Donc le blanc, quelqu'un l'a branché à un blanc. Le blanc a tout fait, elle vient la prendre au Cameroun, elle envoie même l'argent. Elle a prêté l'argent, elle vient l'épouser au Cameroun, mais elle l'a venu ici. Elle commence à me dire que le blanc lui fait l'esclavage sexuel. Le blanc la maltraite. Il vit dans un village. Le blanc ne donne pas l'argent. Aide-moi. Aide-moi, tu es mon frère camerounais. Il veut me tuer. Elle me raconte plein de choses. J'ai cru à tout ça. Chaque jour, elle m'appelait, elle me racontait plein de choses. Je ne sors pas, je vais mourir, je suis anémié. J'ai cru à tout ça. Et j'ai commencé alors, empathique que je suis, j'ai commencé à lui faire sortir un peu, lui donner un peu d'argent. L'amener à Paris. J'ai jamais été à Paris. Toi, on ne sort pas, je l'amène à Paris. Je lui fais voir la Tour Eiffel. Je lui présente même à mes cousins qui sont à Paris là. Elle change même les numéros et tout ça. C'est comme ça qu'un jour, je lui dis que bon, donne-moi le numéro de ton mari là, c'est un peu de trop. Je vais lui demander ce qui se passe. Elle ne me donne pas le numéro, elle évite de me donner le numéro. Un jour, le mari n'était pas là, avec ses parents, parce que le monsieur vit avec ses parents. Il n'était pas là. Elle a volé elle a vidé la maison, vidé le compte bancaire du monsieur. Elle s'est blessée. C'est pas ma soutenance, c'est-à-dire que ça, mon concours. Parce qu'elle savait que si elle me disait ça, je n'allais même pas accepter ça. Elle s'est blessée carrément, elle appelle la police. Et elle porte la première plainte à ce monsieur, tentative de meurtre. On la loge dans la maison des femmes battues. Elle reste là. Et puis, elle envoie le divorce. Donc, elle divorce. Et elle demande même à prendre les biens du monsieur.
Mais ça n'a pas marché. Elle a porté 5 autres plaintes au monsieur. Hein, drogue, par exemple, drogue, avec 5 plaintes. Non fondées, sans preuve. Et elle lui a empêché de voir son fils. Elle a vraiment, elle a fait souffrir ce monsieur-là. Il a fallu qu'il aille au tribunal pendant des années pour qu'on lui donne au moins le droit surveillé de voir son fils, parce qu'elle a raconté qu'il est violent, il est dangereux, il est meurtrier, il tapait l'enfant, il est responsable, il est malade mental, il est, comment on dit, drogué. Elle a dit plein de choses. Maintenant, quand elle est sortie de la maison de femme battue, j'ai commencé donc à la fréquenter. Et avec la familiarité, comme je l'aidais de temps en temps, on a commencé à sortir ensemble. Jusqu'à ce qu'on a eu une fille, la première fille. Je suis allé au Cameroun, j'ai pris la photo de la fille, je suis allé au Cameroun, j'ai fait le voir bébé, j'ai organisé, j'ai présenté aux familles, tout ça. Et chaque fois que j'allais au Cameroun, je rentrais avec les appareils médicaux. Beaucoup d'appareils médicaux. Je donnais à ses oncles. J'ai acheté les sacs de riz, les sacs de macabo. Je donnais à ses oncles et à ses frères là, qui souffrent. Quand j'arrive comme ça, je prends tous mes habits avec lesquels je suis quitté de l'Allemagne, jusqu'au sous-vêtements. Je partage à ses frères, même le téléphone. Je vais encore marcher au Mokolo, acheter les jogging pour rentrer en Allemagne. J'ai fait ça. Chaque fois que j'allais au Cameroun, je les entretenais très bien. Il n'y a pas de problème. Bon, et mes parents, ce temps, je devais leur raconter parce que je souffre avec cette fille. Qui, toutes les fois qu'il y avait un petit problème, elle prend mes habits, elle jette au sol, elle marche dessus, elle danse sur mes habits au sol, elle verse l'eau et elle met dans le sac à poubelle et elle jette. Elle faisait tout ça. Hein? Elle me demande de suivre l'enfant. Elle dit que moi je vais aller à l'école. Elle me met la pression. Non, ouais, suivez mon enfant, tout ça. Moi aussi, tout naïf que je sois, je l'ai beaucoup dédongé. Et j'ai beaucoup souffert. Mais je ne savais pas que cette fille était perverse. Je ne savais pas. J'ai beaucoup souffert. Il y a des fois où elle me mettait ma genou. À genoux dans le bus. Ou dans un supermarché. Voilà. Des choses comme ça, donc, jusqu'à ce que, vers l'année 2019, elle tombe enceinte de mon deuxième enfant. Elle était à 3 mois de grossesse. Elle a failli faire une fausse couche. Je l'ai amenée à l'hôpital. J'ai bien pris soin d'elle. Après, je vais au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, on m'arrête à l'aéroport de Simalet. On me dit que ta femme, là, ta copine avec ton enfant, s'est mis avec la femme de ton neveu pour te porter plainte. Il portait 4 plaintes. Trafic d'ossements humains. Trafic d'ossements humains. Voyage clandestin. C'est-à-dire que je peux voyager, je peux entrer les gens illégalement en Allemagne. C'est mon business. Je me cache derrière les études de médecine pour faire venir les gens en Allemagne. Trafic d'ossements humains. Je déteste les ossements humains, je vends, c'est ça qui me donne l'argent. Esclavage sexuel de femmes. Donc je prends les femmes, je les envoie ici en esclavage sexuel. On a retiré mon passeport à l'aéroport de Simalène en 2019. On a retiré mes papiers. On m'a fait asseoir là, à l'aéroport pendant 3 jours. Je n'ai plus de maître. Je n'avais pas mangé, je ne me suis même pas douché. J'étais là comme ça. J'appelle la fille me bloque. Ma famille l'appelle, elle bloque toute ma famille. Elle dit qu'il est aux affaires, qu'elle n'est pas ici venue se marier. Elle est venue pour devenir riche. Voilà, c'est ça qu'elle raconte. Donc elle a cru que j'allais caler au Cameroun. Donc c'est comme ça que je me suis battu au Cameroun. Je me suis beaucoup battu. Heureusement qu'il y avait un procureur là, qui était dans la famille, qui a mis la main. Sinon je ne me serais pas en sorti. J'ai pu récupérer, donc après 2 mois au Cameroun, c'était après 2 mois que j'ai récupéré mon passeport et ma carte de séjour, que je rentre. Quand je reviens ici, on m'arrête, on me dit qu'il y a une plainte tentative de meurtre. La mère de votre enfant est dans la maison de femmes battues. Elle vous accuse de tentative de meurtre. Quand je présente mon passeport, je dis que je n'étais pas sur le territoire. La police me laisse. Après, on me présente encore une autre preuve, une autre plainte. Elle m'a fait 8 plaintes. Hein. Les mêmes plaintes qu'elle a fait au Cameroun, elle a fait ici. Vente de trafic de sauvage humain, voyage clandestin, tout ça. Violence conjugale. Elle a fait 8 plaintes. 8 plaintes, coups et blessures graves.
Jusqu'aujourd'hui, depuis 2019, je ne me suis pas reposé depuis que je suis rentré du Cameroun. Je n'ai même plus... j'ai peur de rentrer au Cameroun, je suis traumatisé. J'arrive plus à rentrer au Cameroun. Donc ici, je me suis battu pour voir... Elle m'a accouché en 2020, je crois, elle a accouché en 2020. Je n'ai pas vu l'enfant. Je n'ai rien vu. J'ai pris au moins 4 avocats de famille. Je me suis battu pour qu'on m'accorde au moins la garde surveillée. C'est-à-dire que je vois mes 2 enfants et on me suivait comme un bandit. Jusqu'à maintenant. Et la fille ne veut pas dialoguer. C'est-à-dire que quand elle a fait ça au blanc, quand le blanc a voulu contacter ses 2 oncles au Cameroun, les oncles ont rompu le contact, ont bloqué le blanc. Elle donne l'autorisation aux oncles de le bloquer, pas de dialogue. Chez moi aussi, elle a fait la même chose. Ils m'ont tous bloqué. Les gens à qui je donnais les habits, je donnais l'argent, je donnais tout ça, les sacs de riz, m'ont tous bloqué. J'ai même envoyé la famille chez eux pour qu'on leur demande ce que j'ai fait à leur fille. Qu'est-ce qui se passe? Si on peut faire un arrangement à l'amiable, qu'elle me laisse en paix finir mes études de médecine. Je suis en fin d'année, qu'elle me laisse finir mes études de médecine. Elle me permet de voir mes enfants. Elle me remet le véhicule qu'elle a volé. Parce qu'elle m'a pris un véhicule qui m'a coûté 14 000 euros. Elle ne va pas me remettre. Elle a pris beaucoup d'autres choses avec les tablettes que j'ai achetées à 800 euros, Samsung, dans lesquelles se trouvait le décès de mes parents. C'est-à-dire que les derniers souvenirs de mes parents, quand je suis le dernier né. Tous les souvenirs, tous les travaux de médecine sont dans cette tablette. Elle a ça jusqu'aujourd'hui. Et elle ne veut pas de dialogue. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de l'approcher en Allemagne. On est dans les tribunaux. Quand on arrive au tribunal, on a plusieurs procès. J'ai 4 avocats. Un avocat pour les affaires civiles, pour les affaires pénales, familiales, et un autre avocat. Donc quand on arrive dans les procès, elle croise les pieds devant les blancs, devant les avocats. Elle croise les pieds, puisqu'on paye son avocat. Moi, je paye mes avocats même. Elle croise les pieds devant les blancs. Elle commence à raconter comment je détaille les corps, les cadavres. Je vais vendre les os. Tu vois, je ne sais pas si elle confond, comme on fait les opérations en médecine, là, on opère les cadavres là. Je ne sais pas si c'est, je ne sais pas. Je crois qu'elle est malade mentale. Elle dit devant tout le monde comment je détaille les trucs, comment je vends la drogue, alors que je n'ai jamais touché à la cigarette, je n'ai jamais vu la drogue de ma vie. Tu vois? Et quand je cherche tous les moyens possibles pour entrer en contact avec elle, pour essayer de lui parler, même la supplier que pardon, laisse-moi en paix, pardon. Reprends-moi mes choses, je me laisse en paix. Elle ne veut pas le contact, pas d'approche, rien. Jusqu'aujourd'hui, je sors depuis 2017. Je suis dans les procès et je dois aller à l'école. Je dois aller travailler à l'hôpital. Mais après, j'ai encore le procès. Comme là, maintenant, le 21, j'ai un procès. Pour coup et blessure. Le procès n'est pas terminé. Coup et blessure grave. Bon, on a réussi à démontrer que je n'ai pas touché. C'était un mensonge. Mais il y a encore quand même un procès le 21 septembre. Et il y a encore un procès pour la garde de l'enfant. Parce que elle rompt toujours. Chaque fois que je fais, que je vais visiter les enfants, elle trouve toujours un truc pour stopper ça. Pour qu'on arrête. Hein? Et voilà. Elle envoie comment je dis, un dossier au tribunal. Voilà, je ne veux plus qu'il voit les enfants. Parce que l'enfant est dérangé, l'enfant est traumatisé. L'enfant dit qu'elle ne veut plus. Et tout ça. Voilà, on attend encore notre procès maintenant. Donc elle ne veut pas de dialogue. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette fille. Bon, par derrière, j'ai cherché son ex-mari. Je l'ai trouvé. L'ex-mari et sa mère. Il m'a relaté, il m'a dit qu'elle est pervers narcissique. Elle est malade mentale, elle est psychopathe. Et que si au début, je l'avais cherché, il allait me dire de me méfier de ma soeur camerounaise. Que ce qu'elle lui a fait, elle me ferait la même chose. Et voilà qu'elle m'a fait la même chose. Exactement la même chose qu'elle a fait au blanc. Si elle n'avait pas fait la même chose au blanc, je te jure, c'est difficile de me croire. L'argent. On n'est pas obligé d'aller au Cameroun. Envoie l'argent de d'autres à la maison. J'envoie l'argent de d'autres. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu, voilà, je ne sais même pas si c'était la dot. Tu vois. Et mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant que derrière moi, elle monte un coup, que je reste au Cameroun, ma vie soit détruite, pour rien. Hein? Et quand j'ai reçu ma sortie, je reviens ici, elle veut continuer, c'est-à-dire qu'elle continue les problèmes sans cesse, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas, elle ne se fatigue pas. Avec elle, il n'y a pas de possibilité de dialogue. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. J'ai cherché tous les moyens possibles pour
comment dire, pourquoi on essaie un peu de communiquer, de dialoguer, qu'elle me dise ce qui se passe. Si on peut résoudre ça à l'amiable. Parce que avant que je la connaisse, ma vie était tranquille en Allemagne. J'étais très tranquille, jamais aucun problème avec la police. Mais depuis que je la connais, mon nom est plein à la police, j'avais 8 plaintes. Mon nom est plein à la police. Il y a un mois, elle m'a encore porté une autre plainte, une 9e plainte. Menace et injure. Je l'aurais menacé en route et lui aurais appelé prostituée. Voilà, c'est ça. Donc, je suis allé répondre à la police. Donc, voilà ce que j'ai vécu. Voilà un peu ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, une compatriote camerounaise, une Bamileke, une Bamileke. Regarde, nous venons dans un pays étranger. On n'arrive même pas à se soutenir. On vient s'exposer devant les Européens, devant les Allemands, dans les tribunaux. Et je ne sais même pas pourquoi, quel est le but, quel est l'objectif à atteindre. Je ne sais pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire que c'est là où j'ai compris qu'il y a des gens qui sont nés pour nuire aux autres. Pour rien. Si au moins je lui aurais fait quelque chose de grave, on pouvait un peu comprendre que oui, peut-être qu'elle veut se venger, peut-être qu'elle veut aussi me remettre la pièce. Mais je ne lui ai rien fait. Mais elle veut me détruire à tout prix. C'est-à-dire qu'à tout prix. Elle ne me lâche pas. Elle me laisse pas tranquille. Non seulement elle ne me remet pas ce qu'elle m'a volé, mais elle continue de me faire les plaintes. De ne pas laisser ma vie tranquille. Dans l'objectif que je ne finisse pas mes études. Voilà. Je me suis dit que si j'étais à Facebook, j'allais peut-être chercher à rencontrer quelqu'un pour poser ce problème vraiment. C'est terrible. Je ne comprends pas. Donc voilà un peu. J'ai rencontré quelqu'un comme ça en route. Je ne la connaissais pas. Je n'ai pas cherché à savoir de quelle famille elle vient. C'est après maintenant que ma famille a fait les investigations et on s'est rendu compte que c'est la famille des sorciers. Tout le quartier Mimoman les connaît. Que c'est une famille de sorciers et de marabouts. Tous sont dans l'étude de sorcellerie. On me raconte comment sa mère est décédée par le tonnerre. Sa mère était enceinte, elle était encore jeune. Elle allait au champ, à Tchang, et en soirée comme ça. Et le tonnerre, elle a été foudroyée par le tonnerre. Que c'est une famille de sorciers. Personne n'entre dans cette famille-là. Tu vois? Donc voilà mon erreur, parce que j'ai vu une fille bien, un peu jolie. Alors, je suis tombé sur le champ sans vraiment regarder. Donc voilà, jusqu'aujourd'hui, maintenant, je ne suis pas tranquille. Je suis toujours dans les combats. Je ne me suis même pas reposé. Et elle ne veut pas de dialogue. Elle ne veut aucun contact. Et avec le blanc aussi, elle n'a aucun contact. Ça fait déjà 9 ans de séparation. Tu vois, les 9 ans de séparation avec l'allemand, le blanc, elle ne veut pas de dialogue, de contact avec lui. C'est-à-dire que pour que le blanc voie son enfant, il faut qu'il passe toujours par les services des enfants là. Les services des enfants là font les programmes avant qu'il vienne voir son fils. Jusqu'aujourd'hui, elle est dans les tribunaux avec le blanc. Elle ne se fatigue pas. Ouais. C'est à se demander, je me demande même que, mais est-ce que cette fille a les projets? Elle est venue faire quoi en Allemagne? Est-ce qu'elle est venue ici se construire pour aider ses frères qui souffrent au Cameroun? Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Voilà. Donc j'ai compris qu'il y a des gens qui aiment les problèmes, qui veulent vivre dans les problèmes, qui ne connaissent pas le mot paix. Tu vois? Et ils sont seulement dans les problèmes. Donc voilà un peu le truc. Et je ne peux pas compter sur sa famille pour régler ce problème. Voilà, donc je ne sais pas comment régler ce problème. Donc je suis là-dedans comme ça. Et le blanc lui-même aussi, il souhaite que quelque chose lui arrive. Quand le blanc m'a raconté ce qu'il a vécu, il m'a dit qu'elle était narcissique. Je suis allé demander pardon à cette famille. J'ai demandé pardon. Je suis en contact dans cette famille, on se parle. Et chaque fois quand je demande pardon, je n'aurais pas dû lui croire. Parce que je l'ai détesté à un certain moment donné. Je croyais qu'il était un démon, un criminel. Pourtant, ce n'était pas le cas, il m'a montré les preuves. Je t'ai dit, voilà un peu ce que nos Camerounais font ici, en Europe. C'est terrible. Non, c'est un peu ça mon histoire. Ah, c'est vraiment terrible. C'est vraiment dommage que notre continent est venu aussi, au lieu de se battre, au lieu de se soutenir, de se retrouver carrément à chaque fois devant la justice entre nous, quoi. Juste, entre nous, alors qu'on a 2 enfants, alors qu'il y a des enfants en jeu, de très beaux enfants.
Quels enfants là? C'est-à-dire que dans sa tête là, l'enfant appartient à la mère seulement. Le père peut mourir. Et c'est là où je me souviens quand j'étais avec elle, son fils me disait que je veux voir mon père. Il disait ça en allemand. Je veux voir mon père. Chaque fois qu'il était fâché, il disait que je veux voir mon père. Yes. Elle dit que ton père est mort. Regarde comment il ressemblait à son père. Chien, si tu me parles encore de ton père, si tu vas me voir. Mais je comprenais que cette fille était malade, mais je ne savais pas de quoi elle souffrait. Je savais qu'elle était malade. Elle frappait sur l'enfant. J'imagine maintenant ma fille, c'est la même chose. Je suis sûr que c'est la même chose que ma fille aussi. Et mon fils qui a un an et demi, 2020, hein, 2 ans à peu près, vit la même chose, le traumatisme. Tu vois? C'est-à-dire que c'est une fille qui ne se remet pas en question. Elle peut te faire le problème pendant 10 ans, 20 ans, sans se remettre en question. Elle ne sait pas se remettre en question. Vraiment. Donc voilà un peu ce que j'ai vécu, alors que, voilà, je n'ai que connu 2 femmes dans ma vie. Voilà les mauvaises expériences que je vis. Tu vois? Ah, je suis vraiment... Donc c'est ça que j'ai vu. Oui. Tu te rends compte comment les études de médecine sont difficiles, déjà en Allemagne. Oui. Ouais, déjà même pour qu'on te prenne en faculté de médecine en Allemagne, un pays qui est extrêmement raciste, très conservatif. Mais on ne pénètre pas le système en Allemagne ici. Vraiment très fort pour faire ce genre de trucs. Et quand tu entres dans les études de médecine là, comment dire, les Allemands te détruisent moralement, ils t'injurent, ils te font le mobbing. Tu vis des choses atroces. On t'adresse même pas la parole. On veut que tu quittes la faculté de médecine. Parce que nous ne sommes pas nombreux. On fait tout pour que tu abandonnes. Il faut déjà combattre contre ça. Voilà, il faut tenir en faculté de médecine. Il faut être fort, il faut bûcher. C'est en 3 langues. En allemand, en latin et en grec. Il faut tenir. Mais ma soeur, au lieu de me soutenir, alors qu'elle a les enfants avec moi, alors qu'elle n'a pas souffert, quand elle est tombée enceinte de ma première fille, je suis allé en Belgique, j'ai fait la layette. Quand elle était au 3e mois, j'avais fait la layette, j'avais tout acheté. Tout acheté. Et chaque mois, je lui achetais au moins 1 carton, 2 cartons de poisson, des sacs de riz de 25 kilos. Je mettais ça. Si bien, chaque mois, je faisais la même routine. Si bien qu'elle avait les 5 sacs, 6 sacs de réserve. Elle avait toujours l'eau à boire, elle avait tout. J'achetais tout, elle ne manquait de rien. Parfois, quand elle me dit qu'elle veut le cabas, je prends le billet d'avion pour aller au Cameroun seulement acheter le cabas à cette fille. J'achetais au moins plus de 200, 300 pièces de cabas. Arrivé à l'aéroport, je paie les supplices avec les mortiers et tout ça. Et puis j'ai toutes les preuves. Je lui donne. Elle manquait de rien. Je vais aller à Milan, je vais aller à Vérone, en Italie. Je prends la voiture, je conduis 14 heures de route à Milan pour lui faire plaisir. Je vais aller à Paris, je conduis, je vais à Paris, je quitte l'Allemagne en voiture à Paris. Je lui fais plaisir. Elle a tout ce qu'elle veut. Je ne lui demande rien. Elle n'a jamais contribué à payer mon école. J'ai jamais dit que bon, donne-moi même 100 € là, je vais payer mon école aussi. Non, elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais ça n'a pas suffi. Maintenant, elle veut me tuer seulement. Elle ne veut plus que je me remette avec quelqu'un, que j'ai une vie. Que j'ai une vie, elle veut seulement me détruire. Comment elle a détruit le blanc? Et je ne sais pas pourquoi, quand je me demande pourquoi elle veut me détruire, je ne comprends pas. Alors que si elle me motivait, si elle m'encourageait, on n'est pas obligé d'être ensemble. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est moi qui devais lui envoyer l'argent chaque mois. C'est moi qui devais, comment dire, la soutenir tout le temps quand elle est dans les problèmes. On n'est pas obligé d'être ensemble. Ce n'est pas obligé de passer. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est trop religieux, qui aime trop la Bible. Elle n'est pas compatible à la Bible. Peut-être, je ne sais pas, je me pose la question, peut-être si ça se passe. Pourtant, je l'ai aimé gratuitement. Tu vois, c'est ça. Donc voilà. Je ne sais pas qui va aller lui parler. Elle ne veut pas qu'on lui parle. Elle ne veut pas de dialogue, elle ne veut rien. Ni d'échange numéro de téléphone, rien. Il n'y a même pas la possibilité de négocier. Et ce qui m'a aussi un peu détruit, c'est que j'étais isolé. Je n'ai pas d'amis, je n'ai personne isolé. Oui, c'est ce qui puisse me donner. Oui. Qui me donne le conseil, ou qui m'accompagne, qui me soutienne. Je n'ai personne, j'ai grandi sans amis, même au Cameroun, je n'ai pas d'amis. Et les parents ne sont plus là. Tu vois, c'est ça qui est désolant. Mais
à travers cette histoire, j'ai compris qu'il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de remords, qui ne se remettent pas en question, qui ne comprennent pas que la vie c'est rien. Il y a un Dieu qui vit, qui existe. Hein? L'homme est mortel. Qui ne comprennent pas que l'homme est mortel. Tout peut arriver à tout moment. La mort n'arrive pas seulement aux autres. Alors mes braves, voilà, vous venez d'écouter notre compatriote, cet étudiant-là qui est parti du Cameroun pour suivre ses études pour un futur meilleur. Il a eu le malheur donc de croiser le chemin d'une fille qu'il a aimée et malheureusement ça s'est mal passé. Ce n'était pas la personne qui lui était destinée et les résultats sont là. Donc que peut-on faire pour lui? Que peut-on faire pour ce compatriote qui se retrouve dans une situation où non seulement il doit étudier, mais aussi il doit travailler. Et comme si ça ne suffisait pas, il est traîné en justice. Il n'a pas le droit de voir son enfant. Imaginez tout le traumatisme, imaginez tout le stress. Que peut-on lui dire? Je compte sur vous, n'est-ce pas, pour le remonter, pour, n'est-ce pas, lui prodiguer des conseils et en espérant que lui qui vous lira trouvera, n'est-ce pas, une source d'apaisement dans vos mots. Si vous aussi, comme notre compatriote, si vous aussi vous avez des problèmes actuellement, des problèmes avec un membre de la famille, avec votre époux, votre épouse, peu importe, n'hésitez surtout pas à contacter le 00336 05 18 43 09. Vous faites juste des voices, vous expliquez votre problème avec le moindre détail et votre problème sera publié. Oui, on pourra, n'est-ce pas, vous prodiguer des conseils. En Europe, il faut savoir que plusieurs personnes se retrouvent seules face à leur destin, face à une situation. Et n'ayant personne à qui expliquer pour pouvoir recevoir des conseils en retour, certaines personnes peuvent sombrer dans la dépression. Certaines personnes peuvent prendre des mauvaises résolutions. Donc, notre rôle à nous, sur cette page, sur cette chaîne, c'est de pouvoir leur venir au secours, même si ça reste virtuel. Je compte sur vous pour soutenir ce frère qui a besoin de nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Bye bye.